Jeudi 30 avril 2020. Sur le vif, le balado du Crémis, épisode 5. Échange en contexte de crise sociale et sanitaire avec Roxane Denigé, co-coordonnatrice de l'Arc-en-Ciel des Seigneuries, qui est un groupe d'entraide en santé mentale situé en Montérégie. La mission de l'organisme est de favoriser l'échange et le partage entre personnes avec un problème de santé mentale afin de soutenir leur mieux-être. Parmi les activités, l'organisme offre des ateliers d'art-thérapie, des groupes d'autogestion de l'anxiété, ainsi qu'un accompagnement vers des ressources publiques et communautaires. Roxane, quels sont les défis auxquels l'organisme fait face dans la crise sociale et sanitaire actuelle? Notre mission, c'est de briser l'isolement pour favoriser l'insertion sociale des personnes qui ont vécu ou qui vivent avec une problématique de santé mentale. Donc, la majorité de nos interventions se déroulent en groupe. Fait que c'est sûr que pour continuer l'entraide à distance, il a fallu vraiment innover. Aussi, les personnes ils ont vraiment perdu leur réseau de support habituel, puis certains facteurs de protection aussi dans leur établissement, que ce soit au niveau de la sécurité financière, de la valorisation de par leur travail, leur soutien de leurs proches, au niveau de leurs besoins dans les banques alimentaires. Ça a été aussi un défi pour nous dans le référencement, toutes les problématiques qui étaient en lien avec l'hébergement, la violence conjugale. Toute la mise en place, en fait, des ressources qui ont dû se réinventer, ça a pris un petit délai, puis ça a joué aussi beaucoup sur la vitesse de l'intervention, la capacité à laquelle on a pu intervenir. Aussi, là, ce qu'on a constaté, là, c'était que l'accès à la technologie était vraiment devenu un incontournable pour pouvoir rester en lien justement avec nos personnes. Justement, du point de vue de la technologie, quels sont les aménagements que vous avez dû mettre en place au niveau de l'équipe de travail pour continuer à donner des services? Les deux travailleuses, on est en télétravail depuis le début de la crise. Donc, on travaille avec nos appareils technologiques personnels. On est encore en attente là, de livraison pour le matériel. Donc, ça a été une adaptation aussi de connaître les applications, les possibilités. Mais aussi, dans notre vie personnelle, je pense qu'il faut reconnaître qu'on est en adaptation, comme tout le reste de la population, mais aussi, des fois, les enjeux de conciliation travail-famille. Ça se vit aussi pour nous. Je peux pas animer autant de groupes que j'en anime quand que je suis sur le travail puis que mon enfant est à l'école. Mais je pense aussi qu'il faut être plus conciliant puis aussi se dire qu'en contexte de pandémie, c'est impossible de penser d'être autant productif qu'en contexte de normalité. Comment vous avez fait pour adapter, transformer vos pratiques dans la situation de la COVID-19? Donc, au début, on constatait qu'on n'avait aucun appel. Donc, on est allé vraiment vers les gens. On a pris notre liste de membres. On est passé au travers. Ça nous a permis de détecter des besoins. En fait, les gens, ils se disaient toujours qu'il y avait quelqu'un de pire que eux. Donc, ils n'étaient pas à l'écoute de ce qu'ils vivaient. Mais il y avait vraiment beaucoup de besoins. Au début, c'était plus des besoins qui étaient d'ordre là, de survie. Là. Comment est-ce qu'on fait l'épicerie? On a besoin d'une carte de crédit, on a besoin d'ouvrir un courriel. Mais par après, il y a aussi on a laissé l'espace en fait là, aux émotions. Et on a pu mettre en place aussi une programmation qui était virtuelle. Donc, tout ce qui était clavardage, groupe d'entraide, Zoom ou sur Facebook. On a maintenu aussi nos autogestions de l'anxiété. Et on a aussi notre art-thérapeute qui a accepté de continuer le volet programmation virtuelle. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des choses qui ne changeaient pas dans la situation actuelle, dans tous ces bouleversements, des choses qui restaient stables dans votre travail? Oui, tout ce qui était, il y avait des problèmes qui étaient là avant, qui y sont encore. Donc, si on parle de personnes qui allaient se séparer, mais qui vivent ensemble, la COVID, ça les a pas nécessairement rapprochés. Les problèmes de dépendance, les problèmes au niveau de l'anxiété, de la gestion des émotions. Tout ce qui est social est demeuré. Il y a des choses qui se sont aggravées. Mais sinon, un nouveau volet que je voulais apporter, c'est que dans la société, il y a quand même une prédominance là, pour la vision biomédicale de la santé mentale. Donc, on parle beaucoup de maladies, de problèmes qui sont biologiques, mais la crise qu'on traverse démontre clairement que les conditions de vie puis les outils pour prendre soin de soi, c'est un facteur de protection dans le temps. Par rapport à l'entraide, au fait de maintenir ces saines habitudes de vie, sur nos programmes Revive, l'anxiété, ça reste l'anxiété. C'est sûr que là, on le vit de façon plus chronique, mais les techniques qui fonctionnent,
par rapport à l'autogestion de l'anxiété sont vraiment les mêmes pour la crise. Fait que ça peut être une résolution de problème, de se reconnecter à l'instant présent, d'avoir un pouvoir d'action, justement, de dire, ben, telle chose, je peux les contrôler, puis tel autre facteur, ça m'appartient pas. Donc, de trouver un équilibre à travers ça. Donc, nos méthodes d'intervention, elles, n'ont pas changé. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui vous ont contacté depuis le début de cette crise? Oui, mais majoritairement, c'était déjà comme notre liste d'attente qui était pour le printemps. Et là, on commence à voir des semaines en semaine que ce besoin-là est plus grand, que les gens sont ouverts à essayer le soutien virtuel. Là, on commence à voir une augmentation des demandes de services. Qu'est-ce que cette crise t'apprend sur tes pratiques professionnelles? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris comme organisme, que vous avez découvert pendant cette crise? Ça m'a appris que le milieu communautaire fait vraiment partie de la solution pour cette crise. C'est sûr que les ressources d'hébergement puis d'aide ont été au premier front, mais l'ensemble des ressources constitue un réseau d'appartenance puis un filet de sécurité. Ça m'a aussi appris à me faire confiance comme intervenante, mais aussi faire confiance aux personnes. L'importance de l'entraide dans la société, que chacun puisse découvrir son potentiel. Ben, ça démontre aussi de pouvoir faire confiance aux personnes, mais nous faire confiance aussi comme équipe. On est capable de flexibilité. Depuis le début de la crise sociale et sanitaire, quel est l'impact principal ou les impacts que vous avez pu observer à l'organisme sur la santé physique et mentale des personnes que vous accompagnez? C'est sûr que l'isolement, ça a vraiment augmenté les niveaux de détresse. Il y a eu plus d'émotions qui étaient intenses. Donc, l'acceptabilité des émotions, ça a été un des enjeux. Il y avait plus d'anxiété, plus de symptômes dépressifs. Les gens avaient besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est normal. Puis on a ciblé comme 3 types de besoins. Des besoins qui étaient plus au niveau émotionnel, des besoins qui étaient plus au niveau de l'information, puis des besoins qui étaient plus au niveau de logistique. Un des exemples logistiques autres que l'Internet, c'est comment est-ce qu'on commande, par exemple, des livres avec une carte de crédit. T'sais. Ce genre d'accompagnement-là le livre n'est peut-être pas reconnu comme un besoin essentiel comme la nourriture, mais le livre peut aider à passer au travers d'une crise quand c'est ton seul loisir ou ton manière de te faire du bien. Comment vois-tu la suite pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, autant pour l'organisme que pour l'accompagnement que vous donnez aux personnes? Ben, on est conscient que quand on apprend la peur, ben il faut s'exposer aussi de manière graduelle et sécuritaire à des situations pour désapprendre la peur. Donc, tout ce volet d'accompagnement-là. Nous, on prévoit déjà quand on va pouvoir réouvrir un groupe d'entraide qui va être post-pandémie. Mais il y a comme la contradiction entre le fait d'être dans l'urgence de vouloir ouvrir. On sait que les gens, ça va leur faire du bien, mais aussi d'être prudent puis que ça soit sécuritaire pour tous dans les conditions qu'on va le faire. Du point de vue de leur réseau, des personnes qui ont des proches ou qui sont en famille, est-ce que la crise a eu un impact sur les configurations familiales? Ben oui, des fois, il y a des rôles qui se sont inversés. Donc, des fois, c'était peut-être le parent qui prenait soin de la personne qui avait une problématique de santé mentale, mais là, c'était à l'inverse parce que si le parent était plus âgé. Donc, ça a pu amener cet échange-là. Mais sinon, il y a des gens qui ont été coupés de leur support habituel, de ne pas pouvoir voir justement leurs parents qui voyaient à chaque semaine. Puis du point de vue de l'anxiété, de certains symptômes liés aux problèmes de santé mentale qui sont vécus par les personnes, qu'est-ce que tu observes? Est-ce que tu observes une certaine stabilité, un accroissement des besoins? Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont même rendues à être hospitalisées ou est-ce que ça se passe plutôt bien? Je sais pas si ça se passe bien dans le sens que j'ai plus l'impression qu'on est dans un stress chronique que l'anxiété. C'est-à-dire que c'est vraiment lié à directement qu'est-ce qu'on vit. Donc, c'est moins dans des gros scénarios catastrophes. Les gens sont quand même dans l'instant présent. Après ça, c'est différent là, pour ceux qui doivent travailler ou qui sont à la maison, qui ont pu avoir une certaine routine. Mais je parlerais plus de stress chronique, mais ce que je veux dire entre les deux, c'est surtout qu'il y en a un qui fait que tu es trop dedans pour t'en rendre compte. Donc, tu es tendu, tu te sens pas bien, tu dors pas, mais t'es pas dans le mode intellectualisé de penser. Donc, ça, c'est plus difficile peut-être pour la personne qui le vit de le verbaliser, qu'est-ce qu'elle vit. Fait que donc, il va y avoir peut-être une vague qui va venir plus tard. Mais sinon, il y a autant des personnes qui ont suivi des groupes au niveau de l'autogestion de l'anxiété que des personnes qui en vivaient pas, qui ont
ont maintenu en fait des outils qu'il y avait déjà. Pour finir, Roxane, est-ce que tu aimerais nous partager des inspirations du moment? Ce que je voudrais partager, c'est le livre « Qui sommes-nous pour être découragés ?» de Pascal Dufour et Lorraine Gay. Je pense que c'est un livre qui me donne vraiment beaucoup de courage de continuer dans notre engagement social communautaire. Sinon, je conseillerais vraiment aux gens de penser à la routine qu'il y avait avant et de pouvoir l'adapter. Donc, si tu avais l'habitude de faire des soupers avec tes amis, bien, peut-être de pouvoir les faire en Zoom. Si tu avais l'habitude de créer, bien, de te donner cet espace-là. Si tu avais l'habitude de faire du sport, la même chose.